clame la sécession du Katanga, défiant le gouvernement central et les Nations Unies. Exilé après l'échec de son état sécessionniste, il revient en 1964, appelant en sauveur pour mater la rébellion Simba. Pourtant, son ascension fulgurante s'achève brusquement. Évincé du pouvoir, il finit ses jours en exil. Dès lors, une question s'impose. Moïse Tshombe fut-il un visionnaire luttant pour l'autonomie du Katanga et la stabilité du Congo, ou l'instrument du néocolonialisme? Pour y répondre, nous reviendrons d'abord sur son ascendance et son rôle dans la sécession katangaise. Nous analyserons ensuite son retour en tant que chef du gouvernement et ses alliances stratégiques, avant d'examiner les causes de sa chute et son héritage dans l'histoire congolaise. Né le 10 novembre 1919 à Musumba, dans la province du Katanga, alors sous administration belge, Moïse Tshombe grandit dans une famille de commerçants prospères. Son enfance est marquée par un environnement où affaires et politique s'entremêlent. Son père, Joseph Sakapenda, gravit les échelons, passant de cuisinier à interprète du Moitiave, souverain du royaume Lunda. Il se bâtit ensuite une solide réputation dans le commerce, notamment en vendant du manioc au Baluba Kassai, ce qui lui vaut le surnom de Tshomba, manioc Antiloba. En 1918, il épouse la princesse Kat-Louise, petite fille du Moitiave Mouchid Ier, liant ainsi leur famille à la noblesse Lunda. De cette union naîtront 11 enfants, dont Moïse est l'aîné. Dès 1927, il étudie à la mission méthodiste de Sandoa, avant de poursuivre en 1930 à la mission de Kanene où il obtient un diplôme en comptabilité. Cette formation méthodiste façonne sa rigueur et son sens des affaires. Moïse Tshombe épousa la princesse Lunda Machik Aditend, fille de l'empereur Wantiave Ditend, avec qui il aura 9 enfants, dont Isabelle Machik Tshombe. En 1942, Moïse Tshombe, aux côtés de son père et de son frère David Tshombe, fonde la première société marchande créée par les Congolais, dont le siège est établi à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi. Grâce à la prospérité de l'entreprise familiale, il consolide son influence au Katanga. Après le décès de son père en 1950, il prend pleinement les rênes des affaires et s'impose comme une figure incontournable du monde économique katangais. Cette ascension dans le secteur commercial lui sert de tremplin pour son engagement en politique. En 1951, il entre au conseil de la province du Katanga, où il siège jusqu'en 1963. Il devient ensuite membre du conseil du gouvernement et de la députation permanente. Son influence ne cesse de croître et en 1959, il est élu conseiller de la commune Albert à Elisabethville. Cette même année, en juillet 1959, il atteint un sommet dans son ascension politique en devenant président de la Confédération des associations du Katanga. Cette fonction renforce son image de leader incontournable dans la région, préparant le terrain pour son rôle majeur dans l'histoire du Congo indépendant. Dans les années 1950, le Katanga se distingue comme la province la plus riche du Congo belge, générant à lui seul les 2/3 du PIB colonial grâce à l'exploitation du cuivre par l'Union minière du Haut-Katanga. Cette prospérité attire une forte main-d'œuvre, notamment venue du Kasaï voisin, alimentant une concurrence économique et sociale entre Kasaïens et Katangais. C'est dans ce contexte que la Baluba Kat, association des Baluba du Katanga, voit le jour en 1952 à Elisabethville. D'abord une simple organisation ethnique, elle devient un acteur politique influent, représentant les migrants kassaïens. Pendant ce temps, au sein de l'élite katangaise, germe l'idée d'un mouvement autonomiste pour protéger les intérêts locaux face aux évolutions politiques à venir. En octobre 1958, la CONACAT, Confédération des associations tribales du Katanga, est officiellement fondée. Dès sa création, elle se positionne comme un parti à dominante Lunda, prônant une autonomie accrue du Katanga. Cette vision séduit rapidement les milieux coloniaux belges, soucieux de préserver leurs intérêts dans la province. En décembre 1957, soit quelques mois avant la fondation du parti, Jules Cousin, une figure influente du monde des affaires, exprime déjà les inquiétudes des colons. Les Congolais rêvent d'autonomie et veulent voir partir les Européens pour récupérer leurs postes et leurs biens. Si nous ne trouvons pas de solution, une nation congolaise unifiée signifiera notre expulsion et la confiscation de tout ce que nous avons bâti ici. Dès janvier 1958, l'élite économique belge s'active pour préserver ses intérêts. Industriels et administrateurs, inquiets face à la montée du nationalisme congolais, voient dans la CONACAT une solution, un bastion capable de freiner un État centralisé qui menacerait leurs privilèges. Pendant cette période, la Baluba Kat, qui avait initialement rejoint la CONACAT, commence à exprimer des désaccords. Ces tensions atteignent leur paroxysme en novembre 1959, lorsque la Baluba Kat décide de se retirer de la CONACAT, en raison de divergences sur le statut des migrants kassaïens et l'organisation politique du futur Congo indépendant. À l'approche de l'indépendance, la CONACAT adopte un programme politique structuré autour de 4 axes principaux. L'autonomie du Katanga, avec une gestion propre de ses ressources minières. La protection des élites katangaises, considérées comme les authentiques représentants de la province. Le maintien des intérêts économiques belges, notamment dans l'exploitation minière. L'instauration d'un système fédéraliste, en opposition à un État congolais centralisé. En mars 1960, l'ancien vice-gouverneur Schuller est interrogé sur la radio-télévision belge RTB au sujet des véritables fondateurs de la CONACAT.
À la question de savoir si elle a été créée indépendamment ou sous l'influence des Européens, il reste évasif, mais reconnaît une convergence d'intérêts entre les leaders katangais et certains Belges. À cette époque, le Katanga compte plus de 20 000 Belges, soit la plus forte concentration d'Européens dans la colonie. Lubumbashi, surnommé la capitale du cuivre, est le cœur économique du Congo belge, renforçant l'importance stratégique de la province. À l'aube de l'indépendance, deux visions s'opposent. Patrice Lumumba du MNC veut un État unitaire affranchi de toute tutelle coloniale. Moïse Tshombe, lui, milite pour un fédéralisme fort, préservant les liens avec la Belgique et les multinationales minières. À Bruxelles, Tshombe se distingue par sa forte dépendance à ses conseillers belges, qui influencent ses prises de parole. Répétitif et inflexible sur ses positions, il ralentit les discussions, ce qui exaspère Lumumba. Le 11 février 1960, un affrontement éclata entre les deux hommes lors d'une discussion sur la gestion des richesses minières. Tshombe plaidait pour que les ressources naturelles restent sous le contrôle provincial, en particulier celui du Katanga, qui générait à lui seul les 2/3 des revenus du pays. Cette position était soutenue par Antoine Mwenda Monongo, chef coutumier qui s'opposait fermement à une gestion centralisée. Lumumba, lui, rejetait catégoriquement cette idée et réaffirmait que les richesses du Congo appartenaient à la nation tout entière. Cette position trouva un écho favorable auprès de certains responsables belges, comme le ministre de Scriver et le sénateur Rolling. Face au blocage provoqué par Tshombe et ses conseillers européens, Lumumba quitta la séance de l'après-midi en déclarant « Ces influences occultes paralysent nos débats. Certains conseillers européens ne défendent pas le Congo, mais les intérêts financiers étrangers. Je refuse de poursuivre sous ces conditions. Soit ils partent, soit nous partons. En protestation, ma délégation et moi quittons la séance. » Finalement, la majorité des délégués congolais vota pour un Congo uni, rejetant ainsi les revendications fédéralistes de la CONACA. Le 3 mars 1960, lors d'une conférence à Bruxelles, Tshombe exprima publiquement son désaccord avec le modèle unitaire et annonça sa volonté de défendre une indépendance régionale du Katanga. De retour à Elisabethville le 6 mars, il fut accueilli en héros par une foule enthousiaste, mêlant africains et européens. Dans son discours, il remercia ses soutiens belges, notamment les économistes et professeurs qui l'avaient conseillé. Malgré ses succès politiques à Elisabethville, Moïse Tshombe ne fait pas l'unanimité au Katanga. Il bénéficie du soutien des populations d'origine Lunda, mais doit faire face à Jason Sendwe, leader du Balubaka et bourgmestre de la commune d'Albert à Elisabethville, qui rallie les ethnies Baluba. Les 14 et 15 juin 1960, l'élection du gouvernement provincial se heurte à un blocage. L'Assemblée provinciale, composée de 69 membres, doit réunir une majorité des 2/3 pour valider un choix. Or, 37 députés, sous l'impulsion de Jason Sendwe, forment un cartel regroupant des Baluba et des Tchokwe et refusent de siéger. Pour contourner l'impasse, le Sénat adopte un amendement permettant de statuer à la majorité simple après 2 réunions infructueuses. Le 17 juin, profitant de l'absence des membres du cartel, Moïse Tshombe est élu président du gouvernement provincial du Katanga grâce à cette nouvelle règle. Le 18 juin 1960, Tshombe se rend à Léopoldville pour participer aux consultations visant à former le premier gouvernement central congolais. Mais Patrice Lumumba, soucieux d'éviter des divergences internes, l'écarte de son cabinet. Le gouvernement nouvellement formé n'accorde que 2 ministères au Katanga et Jason Sendwe est nommé commissaire d'État pour le Katanga. Déçu, Tshombe rentre à Elisabethville le 23 juin et retire son soutien à Lumumba. D'abord favorable à un Congo uni, la Belgique change de cap après le discours de Lumumba du 30 juin 1960, perçu comme une déclaration de guerre au colonialisme. Dès lors, Bruxelles mise sur Tshombe, dont le projet sécessionniste devient l'alternative idéale pour préserver ses intérêts économiques. Le 11 juillet 1960, par un message radiodiffusé, Moïse Tshombe déclara unilatéralement l'indépendance du Katanga. Il accuse Lumumba de dérive communiste. Mais derrière cette annonce se cache un enjeu majeur, la mainmise sur les immenses richesses minières du Katanga, soutenues par l'Union minière du Haut-Katanga. Vu que nous n'avons pas la confiance au gouvernement qui vient d'être constitué à Léopoldville et présidé par M. Lumumba, nous avons pris comme décision de déclarer l'indépendance du Katanga. Tshombe appelle alors le major belge Weber avec ses troupes de parachutistes pour sécuriser son nouvel État contre les forces gouvernementales. Désormais, la Belgique ne défend plus l'unité du Congo, mais appuie discrètement le Katanga sécessionniste. Le major Weber devient l'un des piliers de ce nouvel État, tandis que le professeur René Clémence lui rédige une constitution. Le 12 juillet, Lumumba et Kasavubu tentent de se rendre à Elisabethville, mais leur avion est interdit d'atterrissage par Godefroy Monongo, ministre de l'Intérieur katangais, sur recommandation du major Weber. Dans une note adressée le 16 juillet à Van de Waal, ancien administrateur général de la sûreté congolaise, Lumumba exprime son indignation.
Je relève notamment 1. La sécession du Katanga longuement préparée par le gouvernement belge et certains leaders katangais. 2. L'envoi des troupes belges au Congo. 3. L'intervention des troupes métropolitaines de Kamina et Kitona. Je désire obtenir de toute urgence vos explications à ce sujet. Le 17 juillet, la Belgique se dit prête à reconnaître l'indépendance du Katanga sous 3 conditions. Une réconciliation entre les Katangais, Balubakat et Konakat pour former un gouvernement d'unité nationale. L'adoption par l'Assemblée provinciale d'une constitution katangaise. La mise en place d'une administration autonome, d'une armée et d'une monnaie propre. Le Katanga, financé par l'Union minière, se dote rapidement d'une gendarmerie bien équipée et même d'une flotte aérienne, comprenant 3 avions de combat Fouga Magister pilotés par des mercenaires. Capturé dans le district de Sankuru, Patrice Lumumba est ramené à Léopoldville avec ses compagnons Maurice Polo et Joseph Okito. Initialement, leur transfert est prévu vers le fort de Nchikakasa à Boma. Mais le 17 janvier 1961, ils sont finalement conduits par avion à Elisabethville et livrés aux autorités katangaises. Sous escorte militaire, les 3 prisonniers sont ligotés, humiliés et torturés par les responsables katangais et belges. Dans la soirée du 17 janvier, à 22h45, ils sont fusillés. Quelques semaines après la sécession du Katanga, les partisans de Jason Sendwe soutenant la vision d'un Congo unitaire entrent en rébellion. Progressivement, les 2 rives du Lualaba, de Kabalo à Malemba-Nkulu, passent sous leur contrôle, tandis que les troupes lumumbistes avancent vers la frontière. Manono, bastion minier stratégique, devient le siège de la rébellion. Lors de la bataille de Kabalo contre les forces katangaises, un jeune rebelle se distingue, Laurent Désiré Kabila, surnommé par la suite le général d'Ankoro. Le 30 mars 1961, Manono tombe entre les mains de la gendarmerie katangaise. Tchombe, au sommet de sa gloire, ne laisse plus qu'un seul bastion important au Balubakat. Kabalo, protégé par les soldats éthiopiens de l'ONU. En mars 1961, lors de la conférence de Tananarive, Tchombe impose son projet de fédéralisme. Mais en avril, alors qu'il participe à la conférence de Coquillatville pour concrétiser ses idées, il est arrêté par les militaires de l'ANC. Placé en résidence surveillée à Léopoldville, il est finalement libéré le 22 juin 1961 sur l'insistance de Mobutu, encouragé par la CIA. En décembre 1961, Tchombe est contraint de négocier à Kinshasa avec Cyril Adoula, sous médiation américaine. Bien que l'accord consacre officiellement la réintégration du Katanga dans la République, Tchombe pose plusieurs conditions qui retardent son application. Mais la situation militaire bascule. L'ONU lance une vaste offensive à partir du 28 décembre 1962. Tchombe appelle les Katangais à résister par tous les moyens. Pièges, lances, flèches empoisonnées, peine perdue. Elisabethville tombe, suivie de Kipushi et Jadotville. Le 14 janvier 1963, acculé à Kolwezi, Tchombe accepte le plan de Houtante pour restaurer l'unité du Congo. Une victoire militaire totale de l'ONU ne peut finalement pas bénéficier au peuple congolais. Par conséquent, nous sommes prêts à proclamer immédiatement devant le monde que la sécession katangaise est terminée. Contraint à l'exil, Tchombe trouve refuge en Zambie, puis en Espagne. L'homme qui revêt d'un Katanga indépendant quitte définitivement son fief. Abandonné par ses soutiens belges, ainsi s'achève la sécession katangaise, engloutie par le rouleau compresseur de l'ONU. Après l'échec de la sécession katangaise en 1963, Laurent Désiré Kabila et d'autres figures lumumbistes tentèrent de destituer le gouvernement Adoula au Parlement. Mais Joseph Kasavubu, sorti vainqueur des luttes de pouvoir, dissout l'Assemblée. Empêchés d'agir politiquement, ils optent pour la lutte armée. Le 3 octobre, Christophe Bouigné fonde le Conseil national de libération, CNL, prônant une décolonisation totale du pays. Depuis Brazzaville, il orchestre l'une des insurrections les plus violentes de l'histoire congolaise. Pendant ce temps, Pierre Moulélé déclenche une guérilla paysanne dans le pays, tandis que Bouigné envoie Kabila et Gaston Soumadio étendre la rébellion à l'est. Très vite, les Simba déferlent sur le pays, s'emparant des 2 tiers du territoire. L'armée congolaise, malgré le soutien de la CIA, s'effondre sous leur assaut. À Kisangani, les insurgés proclament la République populaire du Congo. Léopoldville retient son souffle. Face au chaos, Mobutu, déjà allié de Tchombe contre Gizenga à Stanleyville, plaida pour son retour. Avec le soutien belge, il convaincut Kasavubu de le nommer Premier ministre. Depuis son exil en Espagne, Tchombe, qui disposait encore d'ex-gendarmes katangais réfugiés en Angola, négocia en secret avec les rebelles Simba. Ces tractations aboutirent aux accords de Madrid, une entente discrète avec le CNL. Enthousiaste, Tchombe tourne le dos au CNL et accepte le poste de Premier ministre. Le 26 juin 1964, Moïse Tchombe rentre à Léopoldville, accueilli en sauveur. Le 1er juillet, il est nommé informateur, chargé d'explorer une coalition. Le 6 juillet, il reçoit le feu vert pour constituer un gouvernement. Le 7 juillet, il est officiellement investi Premier ministre. Joseph Kasavubu justifia son choix en ces terres. Dans un élan d'unité nationale, le président fit appel à celui que l'Afrique refusait d'admettre. Face à la rébellion, l'intégration des forces issues des États sécessionnistes était cruciale. Seul un acte politique pouvait la garantir, et un seul homme en avait le pouvoir.
Depuis 1 an, je vis éloigné du Congo et j'ai souvent affirmé mon intention d'y revenir au moment opportun. Je reste convaincu qu'une réconciliation totale et sincère entre tous les Congolais est la seule condition absolue pour sauver ce pays de la misère et de l'anarchie. Tshombe forma un gouvernement de salut public, composé de 11 membres et axé sur 3 priorités. Écraser les rébellions de Moulele et de Simba, stabiliser l'économie et organiser les élections. Lors d'un rassemblement au stade de Léopoldville, Tshombe s'adressa à la foule en liesse. « Donnez-moi 3 mois et je vous donne un Congo nouveau. » Le 26 juillet, Tshombe se rend à Stanleyville. Devant la tombe de Lumumba, il dépose une couronne et face à une foule intriguée, il lance. « Voyez, je suis solide et fort. Je suis fait pour le travail et l'action. Mais vous devez m'aider. Ne me décevez pas. » Mais sa mission n'était plus la réconciliation. Seule la reconquête importait désormais. Tshombe s'appuie sur un arsenal redoutable. Les ex-gendarmes katangais aguerris par la sécession, les mercenaires étrangers recrutés avec l'appui de Washington et Bruxelles, l'aide militaire des États-Unis incluant des vétérans du Vietnam. Parmi les 200 mercenaires engagés, 3 noms marquent l'histoire. Mike Ouari, le Sud-Africain surnommé Mad Mike. Bob Denard, futur putschiste aux Comores. Jean Scram, l'ancien officier belge. Fin 1964, l'assaut contre les Simba débute. Ce n'est plus une guerre, mais une extermination. Exécution sommaire, indiscriminée. Les mercenaires de Tshombe n'épargnent personne. Le colonel belge Charles Laurent témoigne. « Je n'ai jamais vu un tel bain de sang. Pas de prisonniers. Les ennemis étaient fusillés, battus à ou découpés en morceaux. » Mike Ouar, de retour en Afrique du Sud, ajoute sans remords. « Tuer les communistes, c'est comme la vermine. Tuer les nationalistes africains, c'est comme des animaux. Mes hommes et moi avons éliminé entre 5 000 et 10 000 rebelles congolais. » En réalité, parmi ces communistes abattus, nombreux étaient des civils innocents et des soldats enrôlés de force. Cette répression féroce provoque un tollé international. À l'ONU, en décembre 1964, Che Guevara fulmine. Les Belges et les Américains se comportent en hyènes et en chacals. Nous vengerons les crimes commis au Congo. Quelques mois plus tard, fidèle à sa promesse, le Tché rejoint Kabila dans les maquis de Kibamba pour tenter de relancer la rébellion. De retour d'exil, Moïse Tshombe ne se contente plus du Katanga. Avec son cartel politique, le CONACO, il vise désormais la présidence du Congo. Face à lui, Joseph Kasavubu, président en exercice, refuse de céder du terrain. Mais dans l'ombre, un troisième acteur se prépare, Joseph Désiré Mobutu, chef de l'armée, attend son moment, prêt à frapper quand le pouvoir vacillera. Tshombe gagne en popularité en écrasant la rébellion Simba avec ses mercenaires et le soutien occidental. En février 1965, il marque un point décisif en récupérant le portefeuille colonial, ses actifs financiers que la Belgique avait conservés après l'indépendance. Le 30 avril, son triomphe aux élections législatives le propulse comme favori à la présidence, déclenchant l'inquiétude de Kasavubu et de ses alliés. Voyant Tshombe gagner du terrain, Joseph Kasavubu contre-attaque. Le 13 octobre 1965, devant le Parlement, il affirme que la mission de son premier ministre est terminée. Quelques jours plus tard, il frappe fort. Tshombe est limogé, remplacé par Évariste Kimba, un ancien allié devenu opposant. Mais cette décision envenime la crise. Le pays est en suspens. Et dans l'ombre, un homme attend son heure, Joseph Désiré Mobutu. Washington a choisi son camp. L'ambassadeur américain et la CIA souffrent à Mobutu l'opportunité d'en finir avec l'instabilité. Le 24 novembre 1965, sous prétexte de commémorer la reconquête de Stanleyville, Mobutu convoque les officiers supérieurs. À l'aube du 25 novembre, la radio nationale annonce la décision de Kasavubu. Pas un coup de feu ne retentit, la capitale reste silencieuse. Le matin même, Mobutu en uniforme déclare à la presse « La course au pouvoir est finie ». Président autoproclamé, il installe le colonel Léonard Moulamba à la primature et promet de préserver les libertés. Mais en réalité, un nouvel ordre se met en place. C'est le d'un régime militaire qui, bientôt, étouffera toute opposition. Chassé du pouvoir, Moïse Tshombe prend à nouveau le chemin de l'exil. De la Rhodésie du Nord à la Belgique, il finit par s'installer en Espagne, mais son regard reste tourné vers le Congo. Tshombe refuse d'abandonner la lutte. Avec Thierry Debonnet, il recrute des mercenaires de renom. Jean Scram, Bob Denard, l'objectif est clair, renverser Mobutu. En 1966, l'opération Scram Denard est lancée. Mais le coup d'État échoue. Les forces de Mobutu écrasent la rébellion et Tshombe est condamné à mort par contumace en mars 1967. L'opération Scram est terminée. L'opération mercenaire devant passer par l'Angola est terminée aussi. Et Tshombe me reconvoque à Madrid. Et là, il avait préparé une opération effrayante. C'était de faire parvenir à ses partisans de la cité indigène à Kinshasa
des centaines de bâtons de dynamite et synchroniser les explosions de façon à créer une panique. Et le million de personnes qui se trouvaient dans la cité indigène auraient déferlé sur les beaux quartiers. Vous voyez d'ici le drame qu'il aurait pu avoir parce que les parachutistes de Mobutu auraient tiré dans la population. On était dans un bain épouvantable où, en pleine conférence de l'OUA, Mobutu perdait tout crédit d'un seul coup. Et à ce moment-là, la seule personne qui pouvait ressauver la situation, c'était Tshombe. Depuis l'Espagne, Tshombe reste une menace. Mobutu décide de frapper fort. L'opération est confiée à Bernardin Mongolo Diaka et exécutée par Francis Bodernin, un aventurier français aux méthodes douteuses. Sous prétexte d'un projet immobilier et d'un investissement philanthropique, Tshombe est attiré à Ibiza. Mais lors du vol retour, l'avion change brusquement de trajectoire. Cap sur Alger. À l'atterrissage, des soldats encerclent l'appareil. Tshombe est capturé, son destin lui échappe. Mobutu jubile, il réclame son extradition et annonce à la presse: pour nous, Tshombe est un homme mort. Mais le sort de l'exilé se joue ailleurs. L'Union minière du Haut-Katanga envisage de payer une rançon. Les États-Unis menacent Mobutu de sanctions s'il exécute Tshombe. Le général de Gaulle presse l'Algérie de ne pas livrer le prisonnier. Sous pression, Boumedienne refuse l'extradition. Tshombe reste enfermé à Alger. Le 29 juin 1969, 2 ans jour pour jour après son enlèvement, Moïse Tshombe meurt en détention. Officiellement une crise cardiaque, mais des doutes subsistent. Empoisonnement, assassinat discret, ainsi s'achève le destin d'un homme qui aura défié Lumumba, Kasavubu et Mobutu. Une vie marquée par l'ambition, les trahisons et une fin aussi brutale que Gnimachi.